Bonjour et bienvenue sur la chaîne Véganarchisme Inclusif. Nous allons aborder aujourd'hui la question du spécisme et de l'antispécisme. Les animaux sont tout comme nous des personnes qui ont une vie subjective. Ils ressentent des émotions, des désirs, du plaisir, du stress, des angoisses et de la peur. Ils ont des capacités cognitives, font des projets et sont capables d'empathie. Ce qui leur arrive importe parce que ce qui leur arrive leur importe à eux. Pour cette raison, nous devons respecter leurs droits fondamentaux, nous ne devons pas les enfermer, les torturer physiquement et psychologiquement, et les assassiner ou cautionner leur assassinat. Le spécisme et l'antispécisme sont deux expressions qui peu à peu s'intègrent dans le langage courant, de même et en association avec le mot végan. Cependant, nous ne sommes pas certains que ces expressions soient bien comprises par tout le monde, dans la mesure où leur signification a été et est toujours galvaudée pratiquement dès leur apparition. Un mauvais père. En effet, c'est le philosophe Peter Singer qui a fait connaître ces concepts de spécisme-antispécisme dans son livre Libération animale. Mais ce personnage n'est en réalité pas crédible de par son indéniable spécisme qui a forcément semé la confusion dans les esprits. Ce sont d'ailleurs des associations confusionnistes, comme PETA et L214, qui s'inspirent largement de la pensée de Peter Singer. Pour se convaincre du spécisme, du père de l'antispécisme, il suffit de lire les nombreux articles ayant trait à Singer et écrits par l'universitaire américain végan Gary Francione ou Christiane Bellet, philosophe et militante végane au Canada. Ainsi, Peter Singer prétend que les animaux n'ont pas d'intérêt à vivre parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, que leur existence n'a pas la richesse de la nôtre et que par conséquent, nous sommes en droit de les tuer à condition de ne pas les faire souffrir. Une partie du problème, ne prendre en considération que la souffrance physique des animaux. Peter Singer s'inspire de la thèse de l'utilitariste Jeremy Bentham. Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquérera ces droits qui n'auraient jamais pu être refusés à ses membres autrement que par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine sa crome sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être celle de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour, ou d'une semaine, ou même d'un mois. Mais s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce que cela changerait? La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Fin de citation. Cette citation, a priori en faveur des animaux, n'en a pas moins conduit au bien malvenu welfarisme, qui n'a seulement retenu de cette pensée la capacité à souffrir, que nous devons comprendre ici comme souffrir physiquement seulement. Bien sûr, nous convenons que cela est d'importance non négligeable, mais néanmoins largement insuffisante. La meilleure preuve est que la plupart des gens réagissent à la souffrance physique des animaux, non pas en refusant l'exploitation de ceux-ci, mais en réclamant pour eux une exploitation leur causant le moins de souffrance possible. Ils ignorent bien souvent les souffrances psychologiques parce qu'elles ne sont jamais mises en avant par les welfaristes, telles que celles dues à l'enfermement ou à l'effroi face à la mort imminente, qui selon eux ne peuvent pas être ressenties que par des êtres de raison et d'émotion tels que les humains, les animaux étant exclus de cette sphère. Les animaux, des êtres de raison et d'émotion. Ignorer volontairement les capacités de raison et d'émotion des animaux n'est-il pas au fond
continuent à dresser une barrière infranchissable entre eux, qui seraient donc mus par leur seul instinct, et nous, réputés êtres de raison. Attention, nous ne demandons pas que davantage d'attention soit portée à un animal ayant plus de capacités cognitives qu'un autre. Non, nous soulignons seulement qu'en niant ces capacités dans leur grande diversité, signifie leur exclusion de la communauté morale. Et cette exclusion est le fondement du spécisme. D'ailleurs, affirmer comme le font Gary Francione et ses partisans, sans la moindre preuve, que les animaux domestiques sont dans l'incapacité de retourner à la vie sauvage, c'est leur nier toute capacité de raisonnement, d'adaptation, et de fait, c'est les exclure de la communauté morale. En fait, cet universitaire, sans doute involontairement, semble n'en faire que des choses irrémédiablement transformées par l'humain. Francione souhaite à la venue du véganisme l'extinction pure et simple de ces espèces. Par conséquent, à l'instar de Singer, certes à un autre niveau, il ouvre grand la porte au spécisme et freine l'avènement du véganisme. Richard D. Ryder, l'inventeur du mot spécisme. À noter que Peter Singer n'a pas la paternité du mot spécisme, qui revient au psychologue Richard D. Ryder, qui le formula en 1970 et qui écrivait concernant l'expérimentation animale. Depuis Darwin, les scientifiques admettent qu'il n'y a aucune différence essentielle, magique, entre les humains et les autres animaux, biologiquement parlant. Pourquoi, dès lors, faisons-nous moralement une distinction radicale? Si tous les organismes sont sur un seul continuum biologique, nous devrions aussi être sur ce même continuum. Fin de citation. Une mauvaise stratégie pour faire connaître l'antispécisme en France. En France, dès le début, c'est-à-dire les années 90, l'antispécisme a eu beaucoup de mal à s'implanter dans les milieux progressistes, anarchistes, extrême gauche. Pourtant, tellement plus axé sur la dénonciation des différentes discriminations. Mais pour quelle raison? Parce que reconnaître le spécisme aurait signifié et signifierait encore aujourd'hui se remettre en question, soit, comme le résume parfaitement Francis Alouchery, militant végan de notre connaissance. Le véganisme rend mal à l'aise, notamment parce qu'il est applicable de manière individuelle et immédiate. Avec le véganisme, pas de « il faudrait que la société change, c'est la faute aux politiciens tous pourris », ah, si seulement les gens se révoltaient, etc. Vous vous retrouvez face à votre responsabilité et avec la possibilité d'exercer votre liberté de choix, là, maintenant, tout de suite. On ne peut pas invoquer un gouvernement qui ne tient pas compte du peuple, un patron injuste, des lois mal faites. On est passé devant soi-même et avec la possibilité de participer au changement dès que l'on en prend la décision, et ça, c'est dérangeant. Fin de citation. Il faut ajouter que l'antispécisme a été présenté en référence et seulement en référence à Peter Singer. Qu'il ne soit pas antispéciste ne dérangeait nullement les anarchistes, bien sûr. Par contre, ses positions utilitaristes, notamment sur les handicapés, les enfants handicapés, pouvaient passer fort justement pour être choquantes, très choquantes. Brièvement, selon lui, parce que les personnes handicapées ne peuvent être utiles à la société, elles n'ont pas d'intérêt réel à vivre, finalement comme les animaux, selon sa pensée. Il ne trouve pas nécessaire que la société aide ces personnes à vivre, d'autant plus qu'elles représentent une charge financière. Comme nous l'avons vu, Singer est un adepte de Bentham, et ce dernier est le père du libéralisme et partisan d'un État seul, garant de la protection des individus. Deux choses impossibles à admettre dans le milieu anarchiste. Il est d'ailleurs extrêmement regrettable que le mouvement antispéciste fasse encore et toujours référence à Peter Singer, comme on peut le voir sur le site Journée mondiale pour la fin du spécisme. Le spécisme, c'est refuser de prendre en compte les intérêts fondamentaux des animaux. Concrètement, le spécisme, pour des raisons que nous avons évoquées, c'est refuser de prendre en compte les droits fondamentaux des animaux, comme de respecter leur droit à la vie en ne les tuant pas, leur droit à la liberté en ne les emprisonnant pas, voire en ne les séquestrant pas,
leur intégrité morale et physique en ne les maltraitant pas et en ne les torturant pas. Le spécisme, c'est donc mettre nos intérêts, souvent très secondaires, principalement liés au plaisir, en avant et nier les intérêts fondamentaux d'autres terriens que nous, les animaux. Quelques exemples. Le plaisir de manger de la chair animale sans se soucier que cela passe par l'esclavage et l'assassinat des animaux, alors que l'on peut ressentir un plaisir gustatif tout aussi intense, voire même supérieur, à consommer des plats cuisinés intégralement avec des produits végétaux. Le plaisir d'assister à un spectacle mettant en scène des animaux comme dans les cirques, sans même se soucier de ce qu'ils ont subi, ils subiront de souffrances jusqu'à leur mise à mort, dressage, incarcération à vie, etc. Le plaisir de mettre fin à une vie animale auquel on n'accorde aucun prix lors d'une partie de chasse, alors qu'on ne le ferait pas en principe pas concernant une vie humaine, etc., etc. Les exemples sont malheureusement nombreux. Le spécisme, c'est une oppression différente des autres. En conclusion, le spécisme est une oppression, mais se différencie de toutes les autres oppressions, personnes racisées, femmes, personnes handicapées, personnes homosexuelles, personnes transgenres, etc., etc., dans la mesure où elle ne concerne plus les humains, mais que ce sont les animaux non humains qui en sont les misérables victimes. Et cette différence rend l'antispécisme fort difficilement intégrable par l'esprit humain dans la norme éthique sociale, puisque les animaux constituent une autre espèce, certes bien proche des êtres humains, certes par bien des aspects, mais représentent également des différences avec nous, contrairement aux autres groupes humains cités plus haut, et parce que la référence ultime en est bien stupidement l'intelligence humaine. Que faisons-nous des sentiments, de l'amour qu'ils portent au fond d'eux? Nous en voulons pour preuve le fait que les personnes humaines victimes de discrimination, et où celles et ceux qui militent pour mettre fin à ces discriminations, ne connaissent pas davantage que leur oppresseur humain cette prise de conscience quant à la terrible réalité de la discrimination spécifique. Dans leur majorité, il ne leur vient jamais à l'esprit que la gravité de la discrimination subie par les animaux est tout aussi intolérable que la leur, celle contre laquelle ils ou elles se battent. Force est de constater qu'une déconstruction considérable reste à effectuer chez l'humain afin que les animaux fassent enfin partie intégrante de la sphère de considération morale, parce que ce sont des êtres de raison et d'émotion, des êtres sentients. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.